Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des recours qui vous sont offerts et ouverts si vous constatez des malfaçons sur des travaux que vous avez commandés. La première question qui va se poser, c'est de savoir finalement ce qu'est une malfaçon. Nous, dans notre jargon juridique, on utilise plus souvent le terme de désordre que le terme de malfaçon. C'est un terme qui est davantage juridique, mais en tout cas, ça rejoint finalement la même chose. On a un défaut sur des travaux qui ont été commandés et qui résulte d'une mauvaise exécution de la part du constructeur. Donc c'est vrai que je vais vous planter un petit peu le décor et je vais vous donner un peu les définitions pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on ne se trompe pas. On commence par savoir ce qu'est une malfaçon et dans la définition, je vous parle de constructeur. Donc on va voir ce qu'est un constructeur et quelles sont ses obligations. Donc c'est l'article 1792-1 du Code civil qui définit le constructeur. Un constructeur, c'est tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ou toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Si vous voulez, aujourd'hui, le constructeur est défini donc à cet article 1792-1. Alors, c'est des termes assez techniques, mais ça permet effectivement de savoir qui on peut aller rechercher lorsqu'on a mis en place des travaux. Donc, ce constructeur, qui donc est n'importe quel architecte, si vous avez décidé de passer par un architecte, si vous êtes en train effectivement de construire une maison, un appartement ou autre chose, ou un entrepreneur qu'on peut aussi qualifier d'artisan, ou enfin peu importe, mais vous avez bien compris que ce sont les personnes avec qui vous allez contracter directement. Donc, ces constructeurs ont une obligation de résultat à votre égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent réaliser les travaux que vous avez prévus contractuellement, soit dans le cadre d'un contrat à proprement parler, soit dans le cadre d'un devis. Vous avez, je le pense, tout à fait compris où j'allais en venir. Il est impératif d'être vigilant sur les documents contractuels qui vous lient, soit au maître d'œuvre, c'est-à-dire à l'architecte, soit à l'entrepreneur avec lequel vous entendez poursuivre la construction de votre maison, de votre bien ou même la réhabilitation d'un appartement. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que vous ne devez pas leur permettre de commencer les travaux sans avoir signé un contrat ou un devis. Parce que, effectivement, c'est ces documents-là qui vont l'engager juridiquement par rapport à ses obligations. Donc, les travaux qu'il réalise doivent, vous l'avez compris, être conformes aux documents contractuels que vous avez signés, donc contrat ou devis, et les travaux réalisés doivent naturellement être conformes aux règles de l'art. À défaut, la responsabilité du constructeur est engagée en cas de survenance de désordre, bien évidemment. Donc, ce constructeur, en plus de devoir réaliser des travaux conformes aux règles de l'art, est tenu d'une obligation de conseil à votre égard. J'insiste sur ce point parce qu'on a souvent des difficultés dans des dossiers où vous avez des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant oui mais en fait moi je l'avais prévenu que ce qu'il voulait faire en réduisant fortement les prestations que je proposais sur mon devis allait rendre un résultat qui ne lui conviendrait pas et ne serait pas conforme. Oui, mais vous êtes professionnel face à un profane, vous avez l'obligation de l'informer des risques de ses choix pour lesquels il envisage d'opter, votre client envisage d'opter, surtout si ce ne sont pas les travaux initialement proposés par l'entrepreneur ou le constructeur de manière générale. Vous avez voulu réduire ses prestations, il doit vous donner les risques et vous informer des risques. Donc, les constructeurs sont responsables vis-à-vis de vous. Donc, vous, quand vous commandez des travaux, on vous appelle gentiment maître de l'ouvrage. C'est la personne pour laquelle on réalise les travaux. Donc, les constructeurs sont responsables vis-à-vis de vous des désordres ou des malfaçons qui peuvent
affecter l'ouvrage que vous avez commandé et qu'il a réalisé. La seule façon pour un constructeur de s'exonérer de sa responsabilité et donc de demander sa mise hors de cause en cas d'appartenance, d'apparent de désordre, c'est il doit démontrer que les désordres est lié à une cause étrangère à son intervention. Donc, soit un autre intervenant, soit des causes totalement étrangères. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que vos constructeurs, donc ceux que je vous ai listés tout à l'heure et qui sont listés à l'article 1792-1 du Code civil, sont obligés vis-à-vis de vous. En revanche, les sous-traitants de ce constructeur ne sont pas considérés comme constructeurs à votre égard au sens de l'article que je vous ai précité et donc n'ont pas les mêmes responsabilités vis-à-vis de vous. Une fois qu'on a compris qui étaient les constructeurs responsables, ce qu'étaient des malfaçons, il faut aussi savoir quelles sont les assurances obligatoires à souscrire lorsque vous engagez des travaux de construction. Deux types d'assurances obligatoires, c'est la slide numéro 5 et la 6. La première, c'est celle du Code des assurances, l'article L241-1. La responsabilité décennale, donc la garantie décennale, c'est l'article du Code des assurances qui le prévoit. Tout constructeur doit souscrire cette assurance responsabilité décennale dès l'ouverture du chantier. Pour moi, et c'est un conseil, c'est même impératif, il faut que l'entrepreneur vous fournisse son attestation de souscription de l'assurance responsabilité décennale au moment où vous signez les documents contractuels. C'est d'ailleurs une obligation et vous pouvez lui imposer de vous la remettre. La deuxième assurance obligatoire en matière de construction, c'est l'assurance dommage ouvrage. Cette assurance dommage ouvrage doit être souscrite par toutes les personnes qui font réaliser des travaux de construction et qui agit en qualité de propriétaire, de vendeur, de mandataire du propriétaire. Cette assurance est obligatoire. En revanche, nous ne sommes pas dans une assurance obligatoire pour tout type de travaux. Là, on est sur des travaux spécifiques qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendre impropre l'ouvrage à sa destination. C'est d'ailleurs souvent des travaux de rénovation, de construction ou de réhabilitation importants. Dans ce cadre-là, vous avez donc ces deux assurances qui sont obligatoires. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez une autre assurance qui n'est pas obligatoire et pourtant on peut engager la responsabilité de l'entrepreneur sur ce fondement et on le verra, ce sera la dernière garantie que vous doit le constructeur. Et là, ça peut être un problème parce que très souvent, les constructeurs ne sont pas assurés pour cette garantie. C'est la garantie contractuelle, je ne vais pas faire tenir le suspense. Et donc, on se retrouve dans des situations où aucune des garanties avec assurance obligatoire ne peut être enclenchée. Et donc, c'est la garantie contractuelle. Et donc, même si votre entrepreneur ou votre constructeur est responsable des dommages qu'il vous a causés, malheureusement, il faut prier pour qu'il ait les reins assez solides pour pouvoir vous payer les conséquences des désordres qu'il a causés, parce que malheureusement, aucune assurance ne viendra suppléer les dommages qu'il vous a créés. Donc là, très clairement, on a le risque que la société se mette en liquidation et que vous ne retrouviez jamais finalement la réparation de vos désordres. Donc là, je vous ai posé les deux assurances obligatoires. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les garanties que vous doit un constructeur, elles vont courir à compter de la réception de vos travaux. Donc, se faire convoquer par le constructeur pour réceptionner l'ouvrage est quelque chose d'impératif.
impératif. À un moment où vous avez à réceptionner l'ouvrage, et si vous pensez que vous êtes dans une situation où les choses se sont mal passées avec le constructeur, mal passées avec l'entrepreneur, il est conseillé de s'adjoindre des services d'un professionnel du bâtiment, qui peut être un expert, mais ça peut aussi être, si vous ne l'avez pas demandé ou si son intervention n'était pas obligatoire en fonction des travaux que vous avez voulu réaliser, ça peut être aussi un architecte ou toute personne qui est susceptible de vous renseigner sur le respect des règles de l'art pour les travaux que vous avez commandés. Donc, il est important de tout vérifier puisque au moment de la réception, vous allez pouvoir mentionner les malfaçons ou les non-conformités des travaux dans le cadre du procès-verbal de réception. C'est ce qu'on appelle les réserves, c'est-à-dire que vous allez finalement dire « Ok, je réceptionne l'ouvrage, mais j'ai des réserves sur la conformité de vos travaux ». Et là, il faut être très prolixe sur les réserves que vous avez à former et les indiquer dans ce procès-verbal de réception qui est établi contradictoirement entre le constructeur et vous-même. Tout ce qui est apparent doit être mentionné, c'est impératif. Si les réserves sont importantes et que vous craignez que l'entrepreneur ne les lève pas, vous avez la possibilité de consigner 5% du prix, soit chez le notaire, soit auprès de la caisse de dépôt et consignation jusqu'à ce que les désordres signalés soient réparés. C'est l'article R 261-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation qui le permettent. Attention, c'est une possibilité de consigner le prix, c'est pas une possibilité de garder le prix entre ses mains. Donc, effectivement, à partir du moment où vous n'avez pas payé le solde de la facture, le constructeur sera quand même beaucoup plus enclin à finaliser les travaux et à lever les réserves. Vous avez aussi la possibilité, dans le cadre du chantier et même avant que vous soyez convoqué à la réception, invoquer ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. C'est prévu à l'article 1217 du Code civil qui, en fait, vous permet de ne pas exécuter vos obligations lorsque votre co-contractant n'exécute pas les siennes. Donc, à partir du moment où vous avez un entrepreneur qui ne se présente pas sur votre chantier, qui ne fait pas les travaux, qui a presque abandonné le chantier, vous avez aussi, vous, la possibilité de ne pas remplir vos obligations consistant à payer le prix. Et là, en général, de manière très surprenante, ça leur permet quand même de revenir à de meilleures disponibilités et à revenir sur le chantier pour finir ce qu'ils ont à finir. En tout état de cause, ces malfaçons ou ces défauts de conformité n'ont pas à présenter à ce stade un caractère substantiel, puisque par hypothèse, les travaux de votre entrepreneur qui est tenu à une obligation de résultat doivent être parfaits et que les défauts que vous constatez ne devraient même pas exister. Alors, il faut savoir que à défaut d'intervention de votre entrepreneur sur la levée des réserves, il pourra être demandé au juge l'autorisation d'utiliser les fonds consignés pour effectuer vous-même les travaux nécessaires parce que effectivement vous ne pouvez pas attendre. Alors bien évidemment, ce sera à l'appréciation du magistrat en fonction des réserves qui ne sont pas levées. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, au moment de la réception de l'ouvrage ou au moment de la livraison, si par exemple on est dans le cadre d'une VFA, le promoteur, le constructeur, n'a pas le droit de vous interdire d'occuper le logement ou le bien, quel qu'il soit, même si vous avez émis des réserves et que vous n'avez pas payé le solde du prix correspondant à 5%. En cas de refus abusif, là encore, le tribunal compétent peut être saisi. La consignation sera débloquée lorsque les réserves auront été levées. Et là encore, il faut se ménager des preuves et faire ce qu'on appelle un procès-verbal de levée des réserves pour bien
indiquer et pour avoir ce petit papier qui montre que toutes les réserves ont été levées. Et ça a son intérêt pour la suite, notamment en matière d'assurance, puisque dans le cadre de la garantie décennale, vous avez bon nombre d'assureurs qui vont vous dire « Ah non, mais ça, c'est une réserve, donc je n'ai pas à intervenir dans le cadre de la garantie décennale. Elle n'a pas été levée par l'entrepreneur, c'est son problème. Mais moi, en tout cas, je ne garantis pas ce qui a été réservé. » Donc, c'est très important d'être capable, au moment de la survenance d'un nouveau désordre par la suite, d'être capable de montrer qu'on a un PV de réception et un PV de levée des réserves. Ça peut être sur le même document, hein, pratiquement. Vous pouvez avoir un procès-verbal de réception où vous avez fait des réserves et où il est contresigné derrière, réserve levée le temps, réserve levée le temps, etc. C'est important d'avoir cette réception et ce PV de réserve, de levée des réserves, parce que c'est ce qui va ouvrir finalement les délais de garantie. À compter du jour de la réception, les constructeurs vont vous devoir différents types de garanties. Et comme je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est cette date de réception qui va faire courir le point de départ de ces différentes garanties. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir ce PV de réception, que ce soit dans le cadre d'une VFA ou que ce soit dans le cadre de travaux que vous avez, de réhabilitation ou de rénovation que vous avez directement demandé. Les différents types de garanties, du coup, on est sur la slide suivante. Ce sera d'abord une garantie de 1 an. C'est ce qu'on appelle la garantie de parfait achèvement. 1 an à compter de la réception, donc 1 an après les travaux, vous êtes garanti des désordres ou des malfaçons qui pourraient apparaître dans cette année de réception. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être l'apparition de fissures, ça peut être l'apparition de fuites ou de choses comme ça. L'entrepreneur doit revenir, c'est prévu à l'article 1792-6 du Code civil. Vous devez effectivement, il vous doit cette garantie de parfait achèvement. En gros, je vous ai fait un ouvrage, je le garantis pendant 1 an et je garantis que pendant 1 an, il ne se passera rien. S'il se passe quelque chose, je dois revenir. Donc, ça garantit les défauts de construction, les défauts de conformité apparents dans le cadre des constructions, mais aussi de tout contrat de louage d'ouvrage. Hein. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un entrepreneur qui est venu que vous avez contracté avec cet entrepreneur pour qu'il fasse quelque chose, il est ce qu'on appelle un locataire d'ouvrage et il vous doit cette garantie. Donc, l'entreprise qui a réalisé les travaux doit réparer tous les désordres signalés au cours de cette année qui suit la réception des travaux. Les désordres sont à signaler à l'entreprise, au constructeur. Dans le cadre des réserves, c'est au procès-verbal de réception pour ceux qui sont apparents. Dans le cadre d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, par la suite, dans l'année, vous faites en réalité un courrier au constructeur pour l'informer des désordres. S'il ne vient pas, il convient de le mettre en demeure, d'intervenir dans un délai fixé. Et s'il n'intervient pas, vous avez la possibilité de saisir le tribunal pour que l'entreprise soit condamnée à réaliser les travaux sous astreinte pour que la demande soit coercitive. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de demander au juge de faire intervenir le constructeur qui ne revient pas avec une espèce d'amende par jour de retard. C'est ce qu'on appelle une astreinte. Et en général, les condamnations pécuniaires comme ça font bouger l'entrepreneur. Il faut faire très attention, par contre, parce que la mise en demeure que vous allez faire à l'entrepreneur d'intervenir sur vos désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et dans le cadre de n'importe quelle garantie d'ailleurs, ne suspend pas la prescription. Je m'explique. Vous avez 1 an. Cette garantie, elle dure 1 an. Donc, vous avez pendant 1 an cette garantie de parfait achèvement. Si les désordres apparaissent dans l'année, on est bon. On peut mettre en place cette garantie. En revanche,
comme la mise en demeure ne va pas suspendre la prescription, il faut saisir le juge dans les délais pour éviter la prescription de l'action. Donc, l'entrepreneur n'intervient pas, on saisit le juge, même à titre préventif, pour éviter que la prescription intervienne. Après, ce n'est pas grave si le juge rend sa décision a posteriori et pas dans le délai d'un an, c'est la saisine et la délivrance de l'assignation qui stoppe ce délai et cette prescription. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Ensuite, vous avez une deuxième garantie. Nous, dans notre jargon, on l'appelle la garantie de bon fonctionnement. Elle est beaucoup plus parlante. C'est celle qu'on appelle la garantie biennale. Donc, vous l'avez compris. Elle est valable 2 ans à compter de la réception des travaux. Elle est prévue à l'article 1792-3 du Code civil qui, effectivement, impose à l'entreprise qui a réalisé les travaux de réparer ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement, et ce, pendant les 2 années qui suivent la réception des travaux. Attention, cette garantie de bon fonctionnement, elle concerne tous les équipements qui peuvent être dissociables de votre bâti. C'est-à-dire dissociables, ça veut dire qu'on peut les enlever sans dégrader le bâti. Je m'explique, ça peut être par exemple des volets roulants, des robinets, carrelage, moquette, chaudière, ballon d'eau chaude, interphone, plomberie. Il faut vraiment que ce ne soit pas dans le bâti et que ce soit effectivement des éléments dissociables. Pour faire jouer la garantie biennale, donc cette garantie de bon fonctionnement, il faut encore une fois adresser un courrier recommandé avec avis de réception au constructeur concerné, vous indiquez les désordres et vous lui demandez d'intervenir à ses frais au plus vite dans un délai fixé. Si l'entreprise n'intervient pas dans le délai fixé après que vous l'ayez mis en demeure, là encore, il est possible de saisir le tribunal pour que l'entreprise soit condamnée à réaliser les travaux, et ce, encore une fois, sous astreinte pour que ce soit coercitif. Cette garantie de bon fonctionnement, elle peut être augmentée contractuellement. Ce n'est pas une garantie, le délai n'est pas d'ordre public. Vous pouvez donc prévoir avec le constructeur qu'il vous garantisse une durée supérieure. À défaut, en revanche, de prescription dans votre contrat, c'est la durée légale qui s'applique, c'est-à-dire la durée de 2 ans. 2 ans, ça passe vite et c'est normal que le constructeur intervienne et doive intervenir et garantir le bon fonctionnement de ce qu'il vous a posé. En revanche, vous comprenez que ce soit calqué sur les délais de garantie de manière générale pour qu'il n'ait pas à vous garantir le bon fonctionnement de tous ces équipements sur une durée qui serait trop longue. La troisième garantie, c'est la garantie décennale. Donc, par définition, cette garantie décennale, 10 ans, est prévue à l'article 1792-4-1 du Code civil et elle oblige l'entrepreneur qui est intervenu à vous garantir un certain nombre, attention, de désordres. La garantie décennale, elle est d'ordre public, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas déroger à ce délai de 10 ans, puisque derrière, et ça fait partie d'une assurance, comme vous le savez, obligatoire, vous ne pouvez pas bien évidemment demander à l'entreprise de vous garantir plus de 10 ans et l'entreprise ne peut pas vous demander d'accepter qu'elle vous garantisse moins de 10 ans. Donc, dans le cadre de cette garantie décennale, tout ne rentre pas dans la garantie. L'entreprise doit réparer les désordres qui sont survenus au cours des 10 années suivant la réception des travaux, mais les désordres doivent soit compromettre la solidité de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'effondrement, il y a un danger pour les personnes qui vont utiliser l'ouvrage, soit elles le rendent le désordre rend impropre
l'ouvrage à sa destination. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous a fait construire un bien qui ne peut être utilisé de la bonne manière parce que il a été construit en totale contradiction avec les règles de l'art. Donc là, on est encore dans le même principe. Courrier recommandé à l'entreprise concernée pour lui faire part des désordres. On sollicite son intervention. À défaut d'intervention de l'entreprise dans le délai fixé, mise en demeure et ensuite possibilité de saisir le tribunal pour que l'entreprise soit condamnée à réaliser les travaux. Alors, là, on va avoir, et comme d'ailleurs dans les autres garanties, mais je préférais attendre celle-là pour vous en parler, vous avez aussi la possibilité de déclarer les désordres à l'assurance dommage-ouvrage. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'assurance dommage-ouvrage, pour les contrats de construction, réhabilitation, rénovation, elle est obligatoire. À ce moment-là, vous avez la possibilité donc de déclarer votre sinistre à cette dommage-ouvrage et la dommage-ouvrage va vous permettre d'être indemnisé rapidement des désordres s'ils entrent bien dans le cadre de la garantie décennale ou biennale. Et vous allez effectivement obtenir en fait ce qu'on appelle un préfinancement de la réparation des désordres sans avoir à attendre de savoir qui est le responsable. La garantie dommage-ouvrage, enfin en tout cas l'assurance dommage-ouvrage, vous permet donc d'être indemnisé sans attendre l'issue de l'expertise qui est parfois longue et souvent coûteuse pour déterminer qui est le responsable du désordre, parce que souvent sur des travaux, il n'y a pas qu'un seul intervenant, il n'y a pas qu'un seul constructeur, et donc effectivement, il va falloir savoir si c'est un problème de conception, si c'est un problème de réalisation. Donc, est-ce que c'est le maître d'œuvre qui est responsable, donc l'architecte? Est-ce que c'est l'entrepreneur qui est responsable? Est-ce que c'est les deux en même temps parce que c'est des problèmes des deux côtés? Donc ça, c'est toutes les questions qui vont se poser dans le cadre de l'expertise pour savoir qui est responsable du dommage, qui est responsable des désordres. Le fait de faire jouer l'ADO, enfin l'assurance dommage-ouvrage, ça vous permet d'être finalement préfinancé et ensuite c'est à la dommage ouvrage de gérer le problème en votre nom à l'égard des entrepreneurs. L'avantage de cette dommage ouvrage, c'est qu'elle peut être mise en œuvre après la réception des travaux, suite à une mise en demeure restée infructueuse et si l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations, mais elle peut aussi être mise en avant avant la réception des travaux. Si vous avez mis en demeure l'entrepreneur ou le locataire d'ouvrage et que votre mise en demeure est demeurée infructueuse et qu'on va vers une résiliation pour une exécution des obligations de l'entrepreneur. Là-dessus, ça vous garantit effectivement les entrepreneurs qui disparaissent du chantier et qui vous laissent comme ça avec un chantier non achevés et qui ont disparu et qui ne finissent pas leurs obligations. Donc, vous avez la possibilité de la mettre en œuvre avant et après. Le constructeur, il n'est pas dégagé de sa responsabilité, il est toujours responsable, mais c'est l'assureur DO, dommage ouvrage, qui va faire le recours. La procédure est donc une procédure plutôt simple quand vous décidez de mettre en place la dommage ouvrage. Vous avez un désordre qui apparaît. Vous mettez en demeure l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d'exécuter ses obligations. Il ne répond pas. Vous déclarez le sinistre à l'assurance dommage ouvrage qui a 90 jours pour vous faire une offre d'indemnisation que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Alors, 90 jours, c'est la règle. Quand il y a des difficultés techniques, le dossier est plutôt technique, par décision motivée et acceptée par l'assuré, l'ADO peut aller jusqu'à un délai de 135 jours pour vous faire une proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant ces propositions, l'ADO a 60 jours pour vous informer qu'elle prend en charge, qu'elle accepte en tout cas le principe de la mise en jeu de la garantie. Donc, il faut qu'elle se prononce dans les 60 jours. Si elle se prononce pas, elle est réputée avoir accepté la garantie. Et là, quand vous acceptez donc cette indemnisation, le versement intervient dans les 15 jours. Donc, vous voyez, c'est quand même des délais qui sont assez rapides et qui vous permettent d'être libéré et d'avoir les fonds pour pouvoir finaliser vos travaux, soit
reprendre les désordres, soit finaliser votre construction pour laquelle le constructeur aurait disparu. Alors, le bémol de cette assurance, c'est que une fois que vous avez accepté l'intervention de la dommage ouvrage, vous ne pouvez plus saisir le juge pour être indemnisé et donc vous ne pouvez plus demander d'expertise judiciaire, saisir le juge par la voie des référés ou au fond par la procédure classique. Vous devez effectivement vous conformer à ce qui vous a été proposé. En revanche, je vous le dis depuis le départ, vous pouvez actionner la DO, ce n'est pas une obligation. Même si vous avez souscrit cette dommage ouvrage et même si vous l'avez actionné, si vous refusez sa proposition, vous pouvez alors assigner le constructeur au titre de ces garanties et des garanties qu'on a vues précédemment. Donc ça, ce sont les 3 garanties avec possibilité, effectivement, de mettre en place cette assurance obligatoire qui est la dommage ouvrage.